Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Nous sommes dimanche 31 décembre. C'est aussi le dernier numéro de Presse Éco de l'année. Aujourd'hui, 3 sujets à l'ordre du jour. Le projet de loi portant révision constitutionnelle a été adopté ce samedi par l'Assemblée législative de transition. Dans cette révision, la justice est réformée en profondeur. Désormais, le parquet est sous tutelle du ministère de la Justice et plusieurs autres articles révisés. Une grave atteinte à l'indépendance de la justice dénonce le syndicat des magistrats burkinabés. Avec ces réformes, peut-on dire que la justice passe de nouveau sous contrôle gouvernemental? Nous tenterons d'analyser. Et puis le second thème devrait être aussi un sujet judiciaire, sauf que jusque-là, aucune information officielle sur les motifs de l'arrestation de Ablassé Ouedraogo, 70 ans, fait partie d'une liste d'une dizaine de personnes réquisitionnées pour le front. On s'interroge dans cette émission sur ce qu'on pourrait reprocher à l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis, le troisième sujet à l'international, ça sent la brouille entre le Bénin et son voisin nigérien, alors que Patrice Talon tente un geste d'apaisement à travers la levée de la suspension du port de Cotonou pour les marchandises à destination du Niger. La Chambre de commerce nigérienne, elle, demande à demi-mot à ses opérateurs économiques d'ignorer le port béninois. Alors, s'achemine-t-on vers une guerre froide entre ces deux voisins interdépendants? Et puis, pour finir, nous demanderons à nos chroniqueurs les événements qui ont retenu leur attention en 2023. Pour en parler aujourd'hui, 4 invités sur ce plateau avec un nouveau visage. Cette fois-ci, Yamba Cabré, journaliste indépendant et analyste politique. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire et vous êtes de passage à Ouagadougou. Merci d'être là. Merci vraiment. Et à ma droite, lui aussi c'est un fidèle, Dr Momoni Zongrana, enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur, merci d'être là. Et enfin, nous avons Youssouf Ouedraogo, journaliste à Libre Info. Youssouf, merci de nous rejoindre. Merci pour l'invitation. Alors, messieurs, c'est fait, le projet de loi portant réforme constitutionnelle a été adopté par l'ALT, plusieurs secteurs concernés. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réforme du secteur de la justice, la composition du Conseil supérieur de la magistrature ou nouveau texte qu'il précise. Et puis, le gros tournant, c'est le parquet qui est reconnecté au ministère de la Justice. Monsieur Zongrana, est-ce que cela veut dire désormais que les magistrats du parquet, finalement, la justice est revenue à l'ancien modèle d'avant insurrection? Que celle de 2023 où on a été vraiment éprouvé. Je pense effectivement que c'est un sujet qui divise quand même les Burkinabés. Et nous, en tant que profanes, on est allé en profondeur pour comprendre. Et l'État burkinabé, à travers le ministre de la Justice, a expliqué les procureurs, les magistrats qui seront nommés et affectés, mais le Conseil supérieur valide. Donc quand même, ce n'est pas une main libre laissée au ministre, il y a quand même, le Conseil supérieur donne son avis. Donc du coup... Le Conseil supérieur peut donner son avis, mais est-ce que cet avis peut avoir un impact sur la nomination? Mais forcément, puisque le ministre propose, les termes sont exacts, et maintenant, le Conseil supérieur nomme et affecte, ce qui a été dit. Donc, ça suppose que, comme c'est eux qui ont la parole en dernière position, ils peuvent objecter en toute légitimité. Ce que je lis dans ces textes-là, parce que nous sommes des profanes, mais ce qui peut nous rassurer, dans ce même gouvernement, il y a quand même beaucoup qui sont des juristes de formation. Le premier ministre est juriste de formation. Le président de l'Assemblée est juriste de formation. C'est en tout cas, et c'est le corps qui est en train, c'est l'indépendance de la justice qui est sur la table. Je suppose, nous en tant que profanes, on n'a pas tous les éléments, mais je suppose qu'ils ont pris la décision en connaissance de cause. Ce que je retiens, quand je fais des comparaisons, je pense qu'ici, on a mis le curseur au milieu. Au temps de Blaise Compaoré, rappelez-vous que le Conseil supérieur de la magistrature le président était le président du FASO en personne. Et le vice-président, son ministre. Donc, il a une mainmise absolue sur la justice. C'est ce qu'on a décrié. À partir du pacte du pacte national sur le renouveau de la justice, à partir de 2016, voilà comment la population a demandé à ce que la justice soit indépendante.
effectivement, désormais, le Conseil supérieur de la magistrature, le président est élu par ses pairs. Et on a remarqué qu'il y a effectivement une liberté, bon, je ne peux pas dire absolue. On va revenir dans oui, c'est dans pourquoi le fond, je vais... mais sur ce plan, la composition du Conseil supérieur de la magistrature, ce sera de parité magistrat et de parité non-magistrat. Mais le problème que ça pose selon le syndicat des magistrats, c'est qu'on peut se retrouver à une situation, justement, où le président du Conseil supérieur de la magistrature soit un non-magistrat. Non, en fait, bon, ce côté... C'est le risque que cela pose. De ce côté, moi, je ne vois pas la lecture de cette manière. Vous savez, au temps de Blaise Compaoré, c'était vraiment un poids sur la justice. Mais sous l'ère Roch-Marc-Christian Kaboré, avec la nouvelle réforme, c'était comme une liberté aussi accordée à la justice, une liberté très avancée. Donc je pense que cette fois-ci, on a tenté de la mettre le curseur au milieu. Et ce qui est intéressant, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe qui statue sur la régularité, qui statue sur le comportement des magistrats. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et ce qui est très important. Vous prenez le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, ils sont élus. Les législatifs, ils sont élus. Mais je pense que cette réforme-là va donner l'opportunité au peuple de contrôler l'action, en tout cas, de sa magistrature en mettant leurs éléments. On reviendra. Voilà la lecture. Merci. On aura la possibilité de réagir sur la question. Alors, Youssouf, les magistrats du parquet sont nommés, affectés sur proposition du ministre de la Justice selon l'article 144 de la nouvelle Constitution. Pour vous, qu'est-ce que cela pose comme problème sur l'indépendance de la justice au Burkina? Avant de répondre à cette question, permettez-moi, comme j'ai l'habitude de le dire, de rendre hommage à nos forces combattantes et nos VDP qui font un travail formidable sur le terrain, souhaiter prompt rétablissement aux blessés, continuer à prier à Allah le Tout-Puissant de continuer à tendre sa main protectrice sur notre chère patrie, le Burkina Faso. Et s'il y allait encore qu'avec ces nouvelles autorités, on peut comprendre que l'expression « l'armée monte en puissance » n'est pas une expression creuse, vide de sens, mais c'est une réalité sur le terrain, vu le constat qui se passe sur le terrain. Revenant à votre question, je pourrais dire que pour répondre à cette question, il faut faire peut-être un peu le bilan de ce qui s'est passé, revenir un peu en arrière. Parce que lors de la transition de 2015, le CNT a voté une loi vis-à-vis de l'indépendance de la justice, de l'indépendance de la magistrature vis-à-vis de l'exécutif après les assises de la justice. 8 ans après, quel bilan fait-on? Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette déconnexion pendant 8 ans pour revenir à une nouvelle réforme? On n'a pas les éléments qu'il faut, mais revenant à ce que vous dites, il n'y a pas quand même de déconnexion à ce que je sache entre le parquet et le ministère de la Justice. Rappelez-vous en 2016, au temps de M. Bagoro, quand il était ministre de la Justice, il y a des circulaires qui ont été prises en son temps. Il n'y a pas eu de problème pour rappeler un peu quand même aux parquetiers, quand même qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Après M. Bagoro, il y a quand même M. Kéré aussi qui a été ministre de M. Damiba. À sa gestion aussi, il y a quand même un circulaire qui a été pris. C'est pour montrer qu'au fait, quand on nous parle de politique pénale du gouvernement, et qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que vous avez un contenu qui nous explique réellement c'est quoi la politique pénale du gouvernement? Bon, là, on ne sommes pas encore... Là, on parle de la réforme, justement, avec beaucoup de textes qui ont changé. Effectivement, voilà. je suis en train de venir. C'est pour déjà camper un peu le décor, pour montrer que, à écouter le ministre, c'est comme si réellement il y avait cette déconnexion qu'ils sont en train de dire comme une réalité. Or, pourtant, il y avait toujours des circulaires qui se passaient à l'intérieur du ministre de la Justice et les parquetiers qui prenaient... Aucun magistrat, jusqu'à ma connaissance, ne s'était opposé à ça. Donc pour moi, la question fondamentale, qu'est-ce qui nous a poussé réellement à cette réforme? C'est là la question fondamentale. Mais comme on va revenir au fond, peut-être j'aurai l'explication. D'accord, Bayala. Est-ce que dans cette situation, on risque encore de tomber dans des situations de juges acquis ou encore juges aux ordres de l'exécutif, comme on a dû l'entendre sur la gouvernance de Blaise Compaoré? C'est une question qui, en mon sens, est très fondée. La question est de savoir si on n'est pas déjà tombé. Très sincèrement, vous posez une question tout de suite.
révision de l'article 134. Oui. Avant, selon l'ancien texte de loi, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui nommait et affectait les magistrats dans leur ensemble. Mais avec cette nouvelle réforme, les magistrats du siège sont toujours nommés et affectés par le Conseil supérieur de la magistrature, sauf que cette fois, le changement, c'est les juges du parquet. Entendez par là les procureurs, les juges qui sont debout, ceux qui ont pour vocation d'émettre des poursuites en l'endroit des personnes qui sont auteurs d'infractions. Alors, la crainte soulevée par le syndicat des magistrats burkinabés, c'est qu'il y ait intrusion, ingérence de l'autorité du garde des Sceaux, du ministre en charge de la justice. Il peut donner des instructions pour qu'on déclenche des procédures vis-à-vis d'un tiers, ou encore il peut donner des instructions pour freiner ou retarder un processus judiciaire. Et cette préoccupation est tellement fondée, comme le disait Youssouf Ouedraogo tout de suite, la déconnexion en réalité n'existe pas. Elle n'existe pas en cela qu'il a rappelé le ministre René Bagouré à l'époque, il avait donné des instructions à travers une circulaire aux magistrats pour privilégier quoi? Privilégier les peines alternatives aux dépens des emprisonnements. Il y a eu également le cas, il a souligné avec le ministre Barthélémy Kéré, qui a appelé à privilégier les sanctions sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, à travers cette réforme, donc pour vous, à travers cette réforme, il n'y a jamais eu de déconnexion. Je ne pense pas, fondamentalement. Vous savez, les juges sont tellement responsables qu'ils ont assumé avec responsabilité la réforme qui a été entreprise. Au jour le jour, il y avait des avancées avec des difficultés qu'on connaît qui sont inhérentes au système administratif. Il y a très sincèrement des avancées. Je voudrais également relever ceci. Aujourd'hui, avec les réformes qui ont été prises, regardez une autre réforme qui parle d'elle-même et qui inquiète. Vous avez cité l'article 134, mais avant, vous avez l'article 130 qui dit « Les juges du parquet sont soumis à la loi, pas seulement au supérieur hiérarchique, mais aussi au ministre de la Justice. » Oui. Voici la conséquence. C'est lui qui fait des propositions et le Conseil supérieur de magistrature va décider de la nomination. Au-delà de cela, il faut signaler qu'il y a aussi l'article 133. Là aussi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'avancée. Quand vous prenez également l'article 132, alors vous l'avez souligné dans votre développement tout de suite au titre de l'article 132, avant il était dit quoi? C'est le président de la Cour de cassation qui, dans l'ordre judiciaire, c'est l'organe suprême. C'est lui qui fait office du président du Conseil supérieur de la magistrature et le président du Conseil d'État en assurait la vice-présidence. Mais aujourd'hui, tout est remis à plat. Tout est remis à plat en cela que le nouvel article 134 dit que le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit, de membres désignés et des membres élus. Et il est également relevé que nous avons des membres pour moitié qui ne sont pas du corps de la magistrature. Pour vous, quel est le problème là, l'inquiétude justement? L'inquiétude des magistrats, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au secteur de la communication. Tenez-vous bien, au niveau du Conseil supérieur de la communication, vous avez 9 membres. Au nombre des 9 membres, vous avez 3 qui sont désignés par les organisations professionnelles de médias. Vous avez 3 qui sont désignés par le chef de l'État. Vous avez 2 qui sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui Assemblée législative, et 1 par le président du Conseil constitutionnel, INFAI. Il y a un cas d'école, c'est Mathias Tankwano, juriste, qui est devenu président du Conseil supérieur de la magistrature. La communication. Excusez-moi, président du Conseil supérieur de la communication. C'est ce qu'ils craignent. Ils craignent qu'avoir... Et quand vous prenez le même dispositif, on dit que aucun magistrat responsable ou bien membre du comité exécutif d'une association de magistrats, d'un syndicat de magistrats ou d'une formation ou d'un parti politique ne peut être membre du Conseil supérieur de la magistrature. Ce que le texte ne dit pas, pour ceux qui viendront à être désignés par le président du FASO, le président de l'Assemblée législative et tous les autres, on ne dit pas s'ils pourraient être ceux-là membres de partis politiques
membres d'associations, membres de syndicats. Ce qu'ils craignent, c'est qu'on en vient à désigner des gens à la solde des pouvoirs qui font ce que veulent les pouvoirs. Aujourd'hui, la justice, passez-moi l'expression, est en train d'être mise sous coupe réglée. On reviendra sur ce sujet plus en profondeur. Mais avant, monsieur Yamba, là, le syndicat des magistrats burkinabés estime que c'est pareille configuration de la justice au Burkina Faso sous Blaise Compaoré qui a empêché, par exemple, le jugement de certains dossiers emblématiques comme celui de Norbert Zongo ou encore de Thomas Sankara parce que le parquet était inféodé au ministère de la Justice qui voilà, peut donner l'ordre de poursuivre ou de ne pas poursuivre tel ou tel individu ou faire juger tel ou tel dossier. Est-ce que pour vous, vous suivez quand même l'actualité au Burkina, c'est un véritable recul sur l'indépendance de la justice? Merci beaucoup. Permettez qu'avant de faire un développement dans le fond, avant de faire le procès du Conseil supérieur de la magistrature, faisons un petit retour en arrière pour faire quand même un procès à la démocratie d'où émanent tous ces mécanismes d'équilibre de pouvoir et du respect de l'indépendance des différentes entités. En quelques mots. D'abord, la décision des réformes est une volonté populaire qui est adossée à la révolution populaire actuelle que j'appelle révolution évolutive de la tradition burkinabé. Donc c'est une nécessité de réformer un certain nombre de choses pour s'adapter à de nouveaux paradigmes. Donc il va falloir qu'on se passe de certains fondamentaux classiques dans toutes les structures administratives, dont la justice. Et pour revenir aux fondamentaux de la démocratie, le souci, l'inquiétude, c'est de ne pas se retrouver dans un mécanisme où l'exécutif est au début et à la fin de toute action. Mais malheureusement, en démocratie, aujourd'hui, quel est le constat? Le constat est que le pouvoir politique est au début et à la fin et pratiquement contrôle toutes les autres institutions, dont la justice. Prenons un cas simple. Moi, je vais me référer, j'aime toujours prendre des cas pratiques, des cas expérimentaux. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a des institutions qui sont fonctionnelles, certes, on est en démocratie. Mais il y a des décisions politiques qui priment sur les décisions judiciaires. Prenons le cas de Bleu Goudé et comment on appelle l'ex-président Laurent Gbagbo. Ils sont condamnés par la justice ivoirienne. Ils sont revenus, leur cas a été géré politiquement et ils sont fonctionnés. Dans le même cas, il y a d'autres cas judiciaires qui sont pendants mais qui n'ont pas de jugement. Donc ça dit que le pouvoir politique est toujours présent dans la gestion judiciaire. Et c'est que la tradition est en train de faire, c'est une approche pour, de façon progressive, amener l'État, amener les entités à pouvoir transmettre le pouvoir politique de l'exécutif progressivement à des entités communautaires. Voilà, là où j'apprécie la réforme qui intègre des non-magistrats dans le Conseil supérieur de la magistrature, il y a aussi le Conseil national des communautés dans cette réforme de la Constitution, qui sont des entités nouvelles, qui ne répondent pas aux fondamentaux classiques comment on appelle, du monde libéral démocratique. Donc, il faut s'attendre à ces réformes, mais il faut avoir confiance aux autorités, il faut avoir confiance à la probité des personnes qui seront à la tête de ces institutions, parce que l'idéal, le souhait, la quête, c'est une communauté de vie, de paix, pour permettre à ce que le citoyen se sente concerné à tous les niveaux, ne soit pas lésé et que son raisonnement soit pris en compte et que les jugements ne soient pas biaisés. Et si on arrive à ce consensus et qu'on a des entités qui sont gérées de façon honnête, avec une certaine probité, quelle que soit la forme, quel que soit le contour juridique, quelle que soit l'interrelation des pouvoirs, on peut parvenir à une société d'équilibre et de renforcement des démocraties. Je voudrais s'il vous plaît réagir. Allez rapidement, et on passe la parole à Youssouf. Je voudrais rassurer M. Cabré Yamba, que j'aurais voulu accueillir tout ce qu'il a dit avec une oreille complaisante, qu'il me permette de faire quelques précisions. Nous saluons l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à d'autres corps. C'est d'ailleurs très bien. C'est d'ailleurs l'une des recommandations des États généraux de la justice qui ont accouché le pacte national du renouveau de la justice.
C'est d'ailleurs une des recommandations du projet de réforme constitutionnelle. Mais aller jusqu'à la moitié, est-ce que ça a été fait dans une démarche participative et inclusive? Laissez-moi terminer. Parce que là, il faut préciser, dans que les magistrats avaient souhaité que ce soit ouvert à un tiers. Voilà. Il lui fallu, laissez-moi terminer, une démarche participative qui nous préserve, voyez-vous, aujourd'hui, des sorties de pistes, des critiques actuelles. Il lui fallu que le dossier arrive sur la table de l'Assemblée législative de transition au niveau de la Commission des affaires générales et institutionnelles pour que les corps des magistrats, les syndicats des magistrats soient associés. Je voudrais également dire, parlant d'aspiration populaire, je m'inscris en faux. Si vous avez suivi les conclusions des consultations portées par la présente Assemblée législative de transition à l'intérieur du pays, il apparaît que 69,3% des acteurs qui ont été consultés appellent au renforcement de l'indépendance de la justice. En l'état, ce n'est pas le cas. Et quand vous procédez de façon unilatérale, là, c'est vous qui le dites, parce que le renforcement de la justice, pour le ministre, de la justice, oui, mais je vous donne la parole tout à l'heure. Pour le ministre de la Justice, cette réforme est beaucoup plus jugée dans les intentions que par rapport au texte qu'il compose. Pour lui, c'est une question d'interprétation. Sinon, en son sens, ça renforce plutôt l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est une interprétation que le ministre fait, et j'ai envie de dire, elle est tellement maladroite parce qu'il dit ceci. L'indépendance de la justice, j'ai mal. Elle est dans la tête, mais pas dans les textes. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si vous permettez, je vais répondre un peu à ça. C'est le cadre, c'est le cadre légal, voyez-vous un peu, qui implémente le fonctionnement des différents acteurs de la vie. Pour vous, sans bon texte, il n'y a pas de bonne justice. C'est la base, c'est le minimum. On ne peut pas... 30 secondes, on ne va pas rester dans un débat entre deux personnes. Je vais réagir par rapport à l'aspect du quota 30 secondes, et les consultations dont il fait... Allez-y, 30 secondes. D'abord, 30 secondes, c'est suffisant pour moi. D'abord, par rapport au quota. Par rapport au quota des non-magistrats qui intègrent, ou qui pourraient avoir la présidence de l'institution. Je prends toujours les cas pratiques et les cas d'expérience. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où la deuxième chambre, le Sénat, est dirigé par par une personnalité qui est nommée par le président de la République. Mais dans une législature, une institution d'élus, mais qui est dirigée par une personnalité nommée par l'État. Donc, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça empêche l'institution de fonctionner? Est-ce que c'est un exemple? Mais est-ce que ça empêche l'institution de fonctionner? On va avancer sur la question. Vous aurez la parole. Youssouf Ouedraogo. Là, on se souvient un peu du bras de fer entre l'exécutif et les magistrats sur le dossier Adja la guérisseuse, où le président, enfin le chef de l'État était un peu remonté contre l'attitude des magistrats en estimant ce n'est pas la dame qui est visée, c'est nous. On a vu cet épisode-là. Et après, il y a eu cette grève des magistrats pour dénoncer justement cette intrusion des militaires au palais de justice. Est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, le chef de l'État a pu se dire bon, ça suffit, on va reprendre les choses en main? Est-ce que ça a pu susciter quelque chose là? Bon, pour un citoyen lambda, sans avoir peur de le dire, ça peut être un élément parmi tant d'autres. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre au Burkina Faso. Par exemple, quand vous prenez par exemple ce qui nous arrive actuellement, est-ce qu'il y a une étude qui montre que depuis 2016, la déconnexion entre les magistrats et le ministère de la Justice, il y a eu problème? Aucune étude ne le montre, ça c'est depuis 2016. Parce que je suis allé fouiller et ça ne remet pas en cause l'efficacité et l'harmonie dont on veut nous faire comprendre aujourd'hui. Ça c'est une réalité. Et quand on revient encore parler de la politique pénale du gouvernement, du chef de l'État, mais
c'est comme je vous le disais, M. Bayala est allé très en profondeur dessus. Est-ce qu'il y avait réellement une déconnexion? C'est comme je le disais au début, est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette réforme? Je n'ai pas encore fini, permettez-moi d'aller plus en profondeur. De 2016 à 2023, est-ce que le décrochage de l'appareil judiciaire, du politique, a été expérimenté? Le décrochage a été expérimenté au niveau de la garde des Sceaux. Mais regardez les chiffres. On me fait comprendre que le fait de ce décrochage-là a permis l'augmentation des plaintes et les dénonciations. Est-ce que vous voyez un peu? Et jusqu'à présent, et des statistiques au ministère de la Justice le relèvent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, en 2016 jusqu'à nos jours, le parquet ne résiste à la mise en œuvre d'une politique pénale déclinée par le gouvernement. Et les faits sont là. Donc pour moi, quand on a déjà ces deux éléments au niveau de la justice, est-ce que ça veut dire que réellement on a un problème qui nous permet de revenir encore sur cette réforme? Pensez que ce n'était pas opportun? Justement, parce qu'il y a des éléments qui sont là. Docteur Zoumana. En fait, donc pour moi... En fait, d'accord, il finit. Le grand problème aujourd'hui, moi je trouve qu'il faudrait qu'on mette la balle à terre. Le pays n'a pas besoin d'une autre crise. Ça, c'est mon avis personnel et j'y tiens parce que le pays est au-dessus de toutes choses. Donc mettons la balle à terre. Et il y a une réforme qui est engagée. Ce qui est sur les textes évolue. Nous avons vu avec le régime comparé où la justice était totalement sous l'emprise du politique. On a vu l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le régime Kaboré où quand même il y a eu une certaine liberté qui était accordée à la justice. On a vu aussi l'aboutissement. Il y a une autre... Pour vous, cet aboutissement, il y a des choses à redire? En fait, là où ça me gêne... Comme le disait tout à l'heure Youssouf... Oui, là où ça me gêne, sous Blaise Compaoré, comme sous Roch Marc Christian Kaboré, je ne sens pas les changements. Je le dis en toute honnêteté, je ne sens pas un grand changement. Il y a une autre réforme qui est engagée. Et pour moi, là où c'est intéressant, là où le Conseil supérieur de la magistrature accueille des non-magistrats, moi je trouve que c'est l'opportunité pour le peuple de contrôler sa magistrature. Lorsque vous avez rien que des magistrats qui doivent statuer sur un des leurs, vraiment c'est indécent à mon avis. Donc, si on peut permettre à des regards extérieurs de donner leur avis, pour moi c'est du tout bénéfice. Maintenant, parce qu'eux-mêmes ils sont d'accord, mais ils veulent que ce soit un tiers. Donc, le fait que des non-magistrats entrent dans le conseil, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être là où j'ai des inquiétudes, c'est la proposition du procureur, du façon comme des procureurs généraux, où, comme ils sont proposés sous nos tropiques, lorsque quelqu'un est à la base de ta promotion, c'est comme s'il y a un devoir de l'hérédité. Donc, c'est ça peut-être qui peut être gênant. Mais là où on ne doit pas, en tout cas, se verser dans les polémiques inutiles, nous avons des magistrats qui sont professionnels, qui ont eu le temps de le démontrer. Malgré tout ce qu'on a dit, il y a ces magistrats-là, honnêtement, on ne peut pas douter de leur moralité, de leur formation, de la qualité du travail qu'ils sont faits. Ce n'est pas leur compétence qui est mise en cause justement, ici. Non, justement. Sauf que là, il y a une pression. Je termine. Sauf que là, l'exécutif peut décider de nommer un juge, de le faire changer d'une ville à une autre, où ils veulent, selon qu'un juge soit peut-être souple ou pas, on peut décider de le nommer ailleurs, de le valser, de changer comme on veut. Non, je suis d'accord. Et c'est ça l'inquiétude aussi. Je suis d'accord. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, et je reviens, il y a les textes, il y a les hommes. Si le ministre propose que tel procureur doit être affecté à tel lieu, ce qui est sûr, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui va valider. Et là où il y a des magistrats, si cette affectation est une affectation complaisante, l'intention peut être là, mais l'acte peut ne pas avoir lieu. C'est pourquoi, moi je pense qu'il faut faire confiance à nos magistrats. Parce que tout simplement, même au temps de Blaise Compaoré, il y a eu des magistrats qui ont résisté, bien que la pression était nette. Ces magistrats sont toujours là. Moi je pense qu'au lieu qu'on se mette dans la polémique, la loi est déjà votée. Elle est déjà, et les magistrats même le disent, une fois qu'une loi est votée, on l'applique.
Maintenant, moi je trouve qu'il faut être regardant dans l'application parce que personne n'a intérêt à ce que la justice ne soit pas indépendante. Même ceux qui gouvernent. La justice, en fait, la justice est atemporelle. Aujourd'hui, ça peut t'arranger, mais demain, tu peux faire recours à cette même justice. Vous prenez le cas de Blaise comparé avec son petit frère. Son petit frère, aujourd'hui, lui-même, il souhaite qu'il ait une justice indépendante pour qu'il puisse rentrer au pays. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison, mettons l'accent dans l'application et que ce texte-là... Là, vous parlez tout à l'heure de François Compaoré. Oui. Et là, les magistrats vous disent, par exemple, que le dossier François Compaoré n'aurait pas pu être ouvert sous la gouvernance de Blaise Compaoré parce qu'il y avait cette connexion-là entre le parquet et le ministère de la Justice. C'est seulement sous la transition que les choses ont avancé. Moi, je veux qu'on soit... C'est peut-être là aussi le problème. Moi, je veux qu'on explique à nous profanes pour qu'on comprenne. Parce que quand on dit le Conseil supérieur de la magistrature, il y a des non-magistrats qui rentrent, les gens pensent que c'est ceux qui vont aller au procès, qui vont rendre des décisions juridiques. Non, ça n'a rien à voir. C'est un organe qui contrôle l'action des magistrats. Et premier élément. L'autre élément aussi, au niveau du parquet, là où j'ai dit qu'il y a des inquiétudes, là aussi, le ministre fait une proposition. Mais le Conseil supérieur a son mot à dire. Donc, pour moi, si nous avons des hommes, comme on les connaît, moi je pense que ces dérives qu'on décrit, la tentation peut être là, mais on peut l'éviter. Donc c'est pourquoi moi je pense que mettons l'accent sur cet élément-là, bon, pour éviter en tout cas des déchirures inutiles, parce que à l'étape actuelle où nous sommes, on n'a pas besoin de notre front. On a besoin que les Burkinabés regardent dans la même direction pour qu'on puisse sauver le pays. Et le reste, on verra. Je voudrais chambrer le professeur que j'aime tant, professeur. Vous disiez qu'il faut mettre bas la terre. Nous n'allons pas le décréter ici sur ce plateau. C'est le chef de l'État, le président Ibrahim Traoré, qui est le garant de l'indépendance de la justice, mais aussi le garant de la stabilité. Il doit tirer des enseignements de l'exercice du pouvoir. Tenez-vous bien qu'au moment du vote de la loi portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, les organisations professionnelles de médias sont montées au créneau pour dénoncer la démarche qui n'était pas participative et inclusive. J'ai envie de croire qu'il lui était intéressant de tirer des enseignements et d'aller ici avec une démarche participative et inclusive. J'ai envie de dire, il y a un cas d'école très important portant sur le code du travail. Vous savez, il y a eu un jeu de m'étaler pas dessus. Le dossier avait été porté sur la table de l'Assemblée législative de transition. Quand le patronat est monté au créneau, vous voyez que le ministère est venu pour retirer le document et il n'est plus à l'Assemblée législative, contrairement à ce que croyait le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son passage devant la représentation nationale. Donc quand on tire des enseignements comme ça, on a pour conséquence, on a pour objectif ici de entreprendre de façon concertée, de façon synergique avec l'ensemble des acteurs. C'est de nature à garantir, voyez-vous, la durée de vie des réformes qu'on entreprend. Déjà qu'il y a des acteurs qui disent que la réforme est illégale, en cela qu'elle vole l'article 165, tenez-vous bien aujourd'hui, l'article 165 de la Constitution, aujourd'hui, dès qu'il y a changement de régime, dès qu'on va procéder au changement des textes de loi. Alors qu'il lui était intéressant d'avoir une démarche concertée pour garantir une longue vie aux réformes. C'est ce que nous appelons. Dans cette loi, il y a de très belles choses et nous saluons l'arrivée des non-magistrats. Et nous l'applaudissons d'ailleurs des 4 membres. Pas seulement, il y a des chambres criminelles qui ont été mises. Ça va favoriser la célérité du traitement des dossiers. Mais moi, je voudrais aussi relever quelque chose que j'ai entendu sur le plateau. Il faut le dire, le Burkina Faso est à l'avant-garde des réformes institutionnelles en Afrique et dans le monde. Tout à fait. Nos mérites ont été reconnus et salués sous Blaise Compaoré. Aujourd'hui encore. Les réformes qui viennent d'être prises, la question est la suivante. On avance ou on recule? Le professeur Zongaman l'a dit tantôt. Sous l'ère Compaoré, c'est le président du Faso qui était, tenez-vous bien, président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président. Aujourd'hui encore, il y a des pays voisins qui sont avancés à l'échelle démocratique dans la sous-région, qui sont à des années-lumière du Burkina Faso. Est-ce qu'on recule vers eux?
Je vous donne l'exemple du Mali où c'est le cas, c'est le président de la transition qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice est le vice-président. Vous prenez le Bénin qui est un modèle de stabilité. C'est le président béninois qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour suprême est le vice-président. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est le deuxième vice-président. On recule ou on avance? On recule en cela que, vous l'avez dit tantôt, vous posez une question tout de suite à mon frère Issouf Ouedraogo. Est-ce que c'est à la lumière de l'épisode avec Adia de Komsiliga, à la lumière des réformes qui ont été prises, s'il vous plaît, j'ai envie de dire, je crains fort que ce ne soit le cas. Prenez l'article 137. Allez rapidement. Selon les thèmes de l'ancienne loi, il était dit qu'il ait créé une haute cour de justice et la haute cour de justice est composée de magistrats et de députés de parlementaires. Aujourd'hui, on va plus loin, on dit qu'il a créé une chambre criminelle qui est à la cour d'appel et que cette chambre-là est composée de 7 juges, au nombre desquels 3 sont des magistrats professionnels et 4 sont des parlementaires. Quand vous faites le rapport des forces, vous avez compris où on veut partir. Et quand vous prenez... C'est une interprétation que j'assume, c'est un jugement. Je termine, s'il vous plaît. Je reviens. Là aussi, c'est un point d'achoppement par rapport à la haute cour de justice qui disparaît et qui fait désormais place à la chambre criminelle de la cour d'appel, vous l'avez dit, désormais composée de 3 juges et qui sont magistrats et des 4 députés. Et des 4 parlementaires. Ça fait, la réforme ne s'arrête pas là. Il y a un autre point qui nous laisse effarant, qui nous laisse dans... on dit que le président du Faso n'est pas responsable d'actes accomplis en sa qualité de chef de l'État. Le président du Faso n'est pas responsable d'actes accomplis en sa qualité de chef de l'État, sauf pour les faits constitutifs de haute trahison et de haute trahison et de... Il y a un autre truc. Et puis, on s'arrête là. Ce qui veut dire, selon vous, parce que cette haute cour de justice, normalement, c'est elle qui juge le chef de l'État et les membres du gouvernement. Lorsqu'elle est remplacée désormais par la chambre criminelle... Elle a disparu sans disparaître. Elle a disparu. Elle a disparu sans disparaître. Est-ce que ça voudrait dire qu'en posant ici le libellé, ça voudrait dire qu'on ne puisse pas juger le chef d'État? Non, on ne l'a pas dit. On a dit que les membres du gouvernement, le chef de l'État, seront jugés. Et la loi précise qu'ils ne peuvent pas être jugés dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, il faut attendre qu'ils aient fini, qu'ils aient été démis de leurs fonctions ou remerciés pour être jugés. Cela veut dire, la loi commande, la loi célèbre l'impunité. On les laisse le temps de l'exercice de leurs fonctions, le temps qu'ils trouvent des preuves pour maquiller, pour... Bon, ça devient une interprétation. Ce sont des interprétations. Ça devient une interprétation. Laissez-moi terminer. Oui. Ce sont des interprétations. Et je n'ai pas tort. Quand vous prenez des pays voisins, et les modèles de démocratie qu'on célèbre, dès qu'il y a des indices, des onces, des soupçons de corruption, de concussion, de détournement sur la personne d'un dirigeant, la personne démissionne le soir. Et ce qui est aussi inquiétant, vous aurez la parole. Ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on dit que le chef de l'État n'est responsable d'aucun des actes accomplis, sauf pour les fautes de trahison. Et puis, vous voyez, le dossier qui était arrivé sur la table de l'Assemblée législative de la transition, il était dit qu'il pouvait être poursuivi pour des crimes de guerre, crimes d'agression, crimes environnementaux. Au niveau de l'Assemblée nationale qui devait jouer le rôle de contrôle de l'exercice gouvernemental, eux-mêmes, ils ont dépouillé le texte et rendu le chef de l'État responsable de rien. Après, je m'avais posé une question que se pose bon nombre de Burkinabés. Est-ce que l'Assemblée législative, dans un régime de transition, malheureusement, on n'est d'ailleurs même plus dans un régime de transition, dans un régime sécuritaire, a sa raison d'être? C'est une préoccupation que je partage. Mais d'abord, par rapport à ces deux préoccupations concernant ces comparaisons avec le Conseil supérieur de la communication, où les 3 membres qui sont du Conseil du domaine de la communication, c'est 3 sur 9 membres, c'est ça? Oui.
Ouais. Mais est-ce que cela a entravé la compétence ou bien l'exercice du mandat du président qui est en fin d'émission actuellement? Est-ce que cela a entravé? Cela n'a pas entravé. Au contraire, nous sommes tous appréciatifs des évolutions et des décisions courageuses que le Conseil a eu à prendre. Donc l'implication de ces entités non professionnels dans l'institution du Conseil supérieur de la communication n'a pas entravé le fonctionnement ou la compétence ou bien la crédibilité de cette institution. Maintenant, deuxième chose que vous êtes en train de dire, je peux y aller? Allez-y, voilà. Rapidement. Bon, finissons avec, comment on appelle, concernant le chef de l'État. Vous avez dit que il y a une disposition qui stipule très clairement que le chef de l'État ne peut pas être poursuivi pour des actes qu'il a posés en tant que président, en tant que chef de l'État. Mais c'est l'élément participatif que vous réclamez là qui s'y trouve. C'est-à-dire les actions que le chef de l'État pose pour la souveraineté du pays, pour la sécurité du pays, pour le développement du pays, tous ces engagements qu'il prend, les décisions courageuses, c'est-à-dire les réformes audacieuses qu'il est en train de prendre, même les dénonciations de certaines conventions, ce qu'il prend implique toute la communauté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi pour ses faits, parce que ce sont des actes posés de façon participative, de façon inclusive. Donc vous êtes aussi responsable de ces décisions, de ces réformes. C'est ce que la loi veut dire. Maintenant, l'autre chose, le dernier élément par rapport à la poursuite du chef de l'État, où son truc... Prenons toujours, moi je prends toujours les cas en faisant des parallèles avec d'autres pays. Vous avez cité des pays en exemple. Moi je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Au niveau constitutionnel, le président de la République peut outrepasser les deux chambres pour modifier la Constitution par ordonnance. C'est-à-dire une personnalité de haut, c'est-à-dire le président de la République, si il a des bonnes moralités, il a une probité irréprochable, on est tranquille. Mais si cette personnalité, par exemple, est influencée par je dis ça comme bêtement, hein, par une entité secrète, une société secrète, qui lui implique des décisions qui doivent impacter la société. C'est-à-dire le président de la République peut outrepasser ces deux chambres-là, modifier la Constitution, introduire un élément qui va déconstruire notre société. Mais ces éléments-là, ce sont des cas palpables. Est-ce que c'est ce qu'on recherche dans une démocratie? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, il y a des choses qu'il faut regarder dans les réformes du Burkina actuellement. Et ce sont des réformes courageuses qui vont un peu impacter la sous-région. Et tout le monde regarde. Les gens regardent et les gens apprécient. Soyons, comme le professeur l'a dit, ayons confiance, soyons prudents, mais soyons attentifs, mais soyons quand même engagés à accompagner et à regarder, à observer. On peut se retrouver avec... D'accord, on va avancer. De toutes les façons... Oui. Et ce type de réforme importante, il faut assurer tout le monde pour que les gens puissent participer. Parce que souvent, les gens critiquent parce qu'ils n'ont pas compris. Alors qu'il aurait fallu qu'il y ait beaucoup d'explications pour que les gens sentent la nécessité. Parce que dans ces textes-là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus d'interprétations que de faits. Quand lui, il parle par exemple des ministres qui ne peuvent pas être poursuivis, là, ça ne veut pas dire que c'est l'impunité absolue. Un ministre qui est incriminé, on le démet et il est jugé. Ce n'est pas comme au niveau de la haute cour de justice où l'organe même n'existait pas, mais on dit qu'on ne peut pas les juger. Moi, je pense qu'il y a quand même des améliorations. Je comprends votre inquiétude est fondée, mais il revient au peuple d'être vigilant et de bien regarder. Ça ne dépasse pas ça. Vous ne pouvez pas avoir un exécutif dans tous les pays au monde. Vous allez constater qu'à chaque fois, c'est le propre du pouvoir, en tout cas, de s'arrondir les angles pour pouvoir avancer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est au peuple d'être regardant. Donc aujourd'hui, le texte est voté. Moi, ce que je crains, c'est cette division entre les Burkinabés qui ne nous arrange pas. Alors que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, et l'exécutif, et le judiciaire, et les législatifs doivent regarder dans la même direction, même s'ils ne doivent pas se remplacer. C'est bon, on va avancer. Non, on va avancer. Juste quelques mots. On va avancer, Bayala. Bon, 30 secondes. D'accord. En venant sur le plateau, j'ai cru que nous étions tous soumis à la loi. Monsieur Cabré, je note que les choses avancent. Docteur, voyez-vous, nous avions au Burkina Faso, et c'est reconnu, c'est de notoriété publique, de bons tests. Sauf que nous avons toujours péché dans l'application. Mais maintenant que nous avons édulcoré les tests, qu'en sera-t-il?
D'accord. Le test est déjà adopté. On va avancer. Mais finalement, le problème du Burkina Faso, est-ce que ça réside dans la beauté des textes? Est-ce que la question de l'indépendance de la justice n'est pas plutôt une question de volonté? Parce qu'on a vu tout au long des 10 dernières années, sous Roch Kaboré, on a vu des décisions de justice qui ont été rendues, qui ont condamné l'État, et que l'État a refusé d'exécuter. On a aussi vu des tribunaux qui ont du mal à juger certains dossiers par faute de moyens. Finalement, est-ce que l'indépendance de la justice, ce sont les textes ou bien la volonté? Moi, je ne parle même pas des textes. C'est vrai que ce sont les textes qui commandent tout, puisqu'il faut quand même on apprécie en fonction des textes. Ça, je suis d'accord. Mais le problème fondamental, c'est que nous avons une justice, ça, ce n'est pas de la faute des magistrats, qui a des difficultés à s'acclimater. Parce que tout simplement, les textes que nous sommes en train de prendre en ce moment, ce n'est pas des textes qui sont en rapport avec notre propre culture. C'est ça le fond du problème. Ce qui fait que, si c'était dans les domaines traditionnels, par exemple, quelqu'un a fauté, la sanction, on n'a pas besoin que... Quand quelqu'un a fauté, tout le monde sait ce qui doit arriver. Mais quand l'État refuse ça, ce n'est pas responsable, personne n'apprécie, parce que tout simplement, si vous avez un pouvoir exécutif, il faut que ce pouvoir exécutif respecte le pouvoir judiciaire, parce que tout simplement, s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, ça, le pays va en tout cas connaître des difficultés. Ça, tout le monde est d'accord. Mais je reconnais quand même que nous avons une justice qui est venue d'ailleurs, qui ne répond réellement pas à nos valeurs. C'est ce qui fait qu'on a des difficultés. Est-ce que c'est parce que ça ne répond pas à nos valeurs? Est-ce que ce n'est pas plutôt une volonté? Non, ce n'est pas une question de volonté. Oui, mais parce que là je prends l'exemple des décisions qui sont rendues. Est-ce que ça, c'est une question de... C'est parce que c'est venu d'ailleurs? Non, c'est justement. Ça aurait été une valeur traditionnelle assumée que le peuple serait sorti dehors. Mais personne ne se sent concerné. Du coup, même si les textes sont violés, ça n'aime personne. Sinon, la justice est tellement sacrée que il n'y a pas quelqu'un qui doit pouvoir le contrôler, même si vous êtes président de la République ou ministre. Mais du fait que, bon, c'est une justice que nous-mêmes, on ne comprend pas, on en est devenu débat là. 90% des populations est out. Personne ne comprend ce que c'est. Les termes, on ne comprend pas. Les décisions, on ne comprend pas. Même l'organisation de la justice, on ne comprend pas. Quand on dit le Conseil supérieur de la miséricorde, combien savent ce qu'ils font? Donc, du coup, les gens ne sont pas prêts à défendre une justice qu'ils ne connaissent pas. Mais si c'était une justice acclimatée, endogène, vous allez voir que c'est le peuple qui va sortir dans le rue pour dire on n'est pas d'accord. Mais malheureusement... Et pourtant, c'est ce même peuple qui est toujours dans la rue avec la même justice. D'accord, ils sont combien par rapport à la majorité? C'est ça, si vous permettez, je vais rebondir par rapport à ce que le professeur dit. Je vais finir. On va terminer avec vous. Ce que le professeur est en train de dire est tellement pertinent. Moi, je suis toujours en train de dire on est esclave des lois, des conventions, des rites, des mythes importés. À la limite, on est en train de se déshumaniser. Bon, une situation pareille dans une truc, non, le voisin est là, non, le droit, c'est la loi, c'est ma raison, c'est ceci, c'est cela. Et on est en train de se disloquer culturellement, familialement. Est-ce qu'on ne peut pas adapter la justice là à nos valeurs principales actuelles africaines et puis essayer de retrouver d'autres paradigmes? Pour l'instant, on n'en a pas d'autres modes de gouvernance. On n'a pas d'autres modes de gouvernance. Pour l'instant, c'est ce que nous régit. On n'a pas d'autres modes de gouvernance. Peut-être, on ne sait pas, mais on est obligé de... Un nouveau contrat social qui va... Allez-y, Youssou, on termine avec vous sur ce sujet. En fait, quand j'écoute docteur, j'écoute M. Cabris, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais c'est comme disait M. Roméo, est-ce que réellement notre problème, c'est la loi? La volonté politique. Mais alors, c'est la volonté politique. Moi, j'ai suivi le débat hier à l'ALT. Des députés qui se lèvent pour demander au gouvernement où en est-on avec cette communication. Parce que lui, s'il n'est pas dans sa zone, c'est pas sûr que lui peut expliquer ce que vous êtes en train de dire à sa base. Où est le problème? Donc le problème, c'est quoi? C'est dit que le Burkina Faso est l'un des pays qui a les plus beaux textes au monde. Mais quand vous parlez de l'application, où en est-on? Comment dans un pays... La justice peut rendre une décision et qu'on peine à respecter. Quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons sérieux. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, vous avez quel problème avec la démocratie?
Donnez-moi un régime qui a pratiqué réellement toute la démocratie dans sa plénitude et qu'on a eu des problèmes. Il n'y en a pas. Prenez les régimes qui se sont succédés ici. Quel régime a pratiqué réellement la démocratie dans toute sa plénitude et qu'on a eu des problèmes? Au fait, quand on prend un système et qu'on ne veut pas réellement jouer franc jeu avec ce système, on ne peut pas ne pas avoir de problèmes. Voilà, donc ce n'est pas la démocratie le problème. La question se pose au niveau des hommes. Quelle est la volonté politique que ces hommes ont? Il n'y a pas ce pouvoir qui n'est pas venu ici, qui n'a pas cherché à inféoder la justice pour ses propres intérêts. Voici là où réside le problème. Si on arrive à avoir les hommes honnêtes dont vous parlez, la démocratie, on n'aura pas de problème avec la démocratie. C'est ce que je veux dire. Bon, on va avancer. Je crois qu'on a fait pas forcément le tour de toutes les questions, mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas justement d'aborder toutes les questions. On va avancer sur le prochain sujet. Je vous le disais en début d'émission, ça devrait être aussi un sujet judiciaire, sauf que personne ne sait où se trouve actuellement Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement. Il a été interpellé à son domicile le 24 décembre dernier par des individus se présentant comme étant de la police nationale selon son parti. Et cela fait une semaine aujourd'hui. Personne ne sait où il se trouve. Sa famille est inquiète pour sa santé et son intégrité physique et demande sa libération immédiate dans un communiqué publié hier samedi. Alors, messieurs, on va commencer par vous. Ça sonne un peu comme du déjà vu, le cas Ablassé Ouedraogo, le même procédé, l'enlèvement, et après, personne ne sait où se trouve l'individu. Est-ce qu'il faut sérieusement s'inquiéter de cette manière de faire? Il faut vraiment s'inquiéter de ces pratiques. Nous ne pensions pas, après avoir vécu l'insurrection populaire, après avoir connu la célébration des libertés sous le magistère du roc, que nous vivrions sous l'ère de la transition. La transition qui, par essence, est un passage qui devait être tenu par l'ensemble des filles et des fils de ce pays vers une trajectoire dessinée de concert. Mais malheureusement, le docteur Ablassé Ouedraogo, qui est Ablassé Ouedraogo, il fut un ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ablassé Ouedraogo fut également directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Ablassé Ouedraogo, c'est plus de 30 ans d'expérience sur la scénette internationale. Ablassé Ouedraogo, c'est un réseau international non moins important qui aurait pu servir à notre pays. Avant Ablassé Ouedraogo, il y a eu Dr Daouda Diallo, prix Nobel des droits humains. Avant Dr Daouda Diallo, il y a eu Dr Aruna Louré, qui lui, très heureusement, a rejoint sa famille. Avant ces docteurs, il y a eu M. Ouedraogo Issakwa Ouedraogo de Cisac et bien d'autres que j'en oublie, que je salue au passage. Cette pratique, il faut différencier les cas. Cette pratique, il faut différencier nous les cas. différencions très bien. Il y a certains, on sait où ils sont, on sait qu'ils sont réquisitionnés, qu'ils sont allés au front. Mais il y a certains cas où on ne sait pas véritablement où ils sont. Pour ces cas, ça a commencé comme ça. Vous prenez l'exemple du docteur Daouda Diallo. Au début, passé près de 5 jours, 6 jours, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous avons eu ces nouvelles à travers la magie des réseaux sociaux. Il était, voyez-vous, sur une Kalachnikov en main. Et donc, ce qu'il me plaît de relever, par cette pratique, nous dévoyons, nous galvaudons le sens des réquisitions. Les réquisitions, le docteur, vous voyez tout de suite, on en parlait, les tests, ce n'est pas un problème des tests. Nous avons l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du COTN. En son article 5 qui est clair, le commandement des opérations du théâtre national peut planifie, coordonne les opérations de la lutte contre le terrorisme. À ce titre, il peut réquisitionner les services, les biens et les personnes jugées nécessaires. Quelle est l'utilité du docteur à 70 ans? Et 70 ans qui trouve des éléments de réponse dans l'article 7 mais là, de la loi portant mobilisation générale qui dit peuvent être mobilisés les jeunes de 18 ans et plus
jugé apte. Le docteur est-il apte? La même loi, elle dit, il y a un autre alinéa qui dit qu'ils peuvent être mobilisés les militaires en position de non-activité. Et ça veut dire ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont en stage. Moi, je suis écœuré, surpris de savoir que par la même occasion, on envoie des officiers supérieurs en mission, en stage à l'étranger, alors qu'on a besoin d'eux et on va vers les civils. Mais quand la loi, elle n'arrive pas à parler, à avoir des retentissements dans le question de la mémoire de nos autorités, permettez-moi de convoquer la sagesse populaire africaine. Permettez, en quelques mots, la sagesse populaire africaine nous enseigne que les anciens sont dépositaires de la sagesse. Ce sont des dépositaires de la sagesse qui orientent nos vies. Nous pouvons avoir des divergences, des différends avec ces sages, mais nous n'avons pas à les toucher. Je voudrais convoquer un proverbe bambara qui dit, je termine avec le proverbe bambara qui dit, celui qui n'aimait pas au devant les anciens, les sages, trouvera devant lui, tenez-vous bien, les esprits et au devant des ennuis. Bon, là aussi c'est relatif. Est-ce que tous les anciens sont aussi sages? Là c'est la question, mais on ne va pas rester sur ça. Allez-y. Non, mon problème ici... Non, je ne parle pas d'Ablassé Ouedraogo. C'est pour... Non, mais c'est pour relativiser ce que vous entendez dire. Non, en fait, ce que je voulais simplement dire, bon, lui, il a étalé un chapelet, j'allais dire, de réquisition ou de réquisitoire, bon, je ne sais pas. Mais ce qui est important pour moi, et pour le moment, on ne sait pas pourquoi Ablassé est absent. Parce que je ne sais pas si c'est le fait de la réquisition ou bien parce que la réquisition qui a été retoquée, bon, le nom d'Ablassé n'est pas dedans. Ou bien c'est lié au fait qu'Ablassé était à l'extérieur, je ne sais pas qui l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait dedans, on n'en sait rien. Mais ce que je souhaite, c'est que quand il y a ces genres de situations-là, qu'on nous dise pourquoi. Pour que sa famille puisse se rassurer. Si, en tout cas, il a des difficultés avec la loi, au moins qu'on dise qu'il a des difficultés avec la loi, et là, ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Parce que ça fait une semaine maintenant. Justement, oui. ce qui n'est pas intéressant, c'est de se mettre à sa place, ou bien de se mettre à la place de son enfant, ou bien de son épouse, qui sont aussi des Burkinabés, qui n'ont pas, en tout cas, même si Ablassé a fauté, ils n'ont pas, en tout cas... d'éléments matériels. Non, c'est pas ça. La famille ne doit pas vivre cette souffrance-là. Ça crée des frustrations inutiles. À mon avis, on n'a réellement pas besoin de ça. Parce que c'est une question d'image du pays. Quand on prend le pays à longueur de journée, au niveau de la presse, bon, un tel a été enlevé, bon, ça ne fait pas beau. Moi, je trouve que ce côté-là, il faudrait qu'on change le fusil d'épaule. S'il y a un Burkinabé qui a des difficultés avec la justice, qu'on dise pourquoi, et puis la personne est amenée de manière légale. Et ça n'émeuvra personne. Mais qu'on dise que quelqu'un a été enlevé de chez lui, on ne sait pas où il est, bon, ça ne fait pas beau et ça salit l'image du bon travail qui est en train d'être fait. Et ça, il faut changer. Youssouf, puisque jusque-là, il n'y a aucune communication officielle qui nous donne... ce qu'on reproche réellement à Ablassé Ouedraogo, peut-être qu'on essaie d'analyser ses attitudes antérieures. On sait que dans une lettre ouverte publiée depuis début octobre, il avait notamment dénoncé les restrictions de libertés individuelles et collectives, le musellement de la presse et le recul de la démocratie qu'il constatait depuis l'avènement du second putsch avec le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que peut-être ce sont ces prises de position qui ont... Bon, sincèrement, concernant le cas Ablassé, sans aller du dos de la cuillère, moi je pense que c'est peut-être c'est sorti ou bien certaines prises de position de l'homme qui a valu ce qu'il a. Parce que rappelez-vous bien qu'Ablassé, c'est le seul homme politique qui était le seul à s'exprimer dans les médias sur la conduite de la transition. Il a aussi protesté contre le député de l'EPC à Komsiliga lorsqu'il a été arrêté. Il a même écrit les sages. Lorsque
il y avait le président d'Amiba qui s'était retranché à quelque part, le capitaine Ibrahim Traoré à sa venue pour dire que vous avez fait comment on appelle, vous avez essayé d'instaurer le dialogue, mais vous avez refusé d'instaurer le service après-vente. Parce qu'actuellement, peut-être, il estime qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées, mais c'est ça, ça ne dit rien. Et quand on ajoute à la litanie des éléments que vous venez de citer, ça peut être des éléments qui ont poussé peut-être à son enlèvement. Et comme disait le docteur, on n'a pas encore les éléments réels qu'il faut. Mais ça, c'est des suppositions. Donc, pour moi, en partant de ces suppositions-là, moi, je peux dire que peut-être c'est ces éléments-là qui l'ont amené à être là où il est. Ensuite, le problème aussi qu'il y a, c'est que c'est quoi ? Ablassé, c'est comme disait M. Bayala, c'est un monsieur qui a 70 ans. Et à partir de 70 ans, il y a des petites maladies qu'on développe, vu le poids de l'âge. Est-ce que réellement un tel monsieur au front, est-ce que ça va pas être plus un poids pour ceux qui sont au front que d'être un azo? Mais maintenant, comme on n'a pas les éléments matériels et les preuves qu'il faut, on ne fait que partie des suppositions et qu'on attend réellement l'autorité qui a quand même l'obligation de nous dire réellement ce qui se passe. Parce qu'on est dans un état de droit. Et le président, lorsqu'il prenait le président devant le Conseil supérieur, devant le Conseil constitutionnel, a juré quand même d'assurer la sécurité des Burkinabés et de leurs biens. Ablassé, c'est un Burkinabé, à ce que je sache. Où est Ablassé? Donc pour moi, l'autorité quand même doit nous dire réellement ce qui se passe pour qu'on puisse comprendre que réellement on est dans un pays où le président est soucié de notre sécurité. Yamba, c'est vrai qu'on est dans un contexte de transition, dans un contexte de guerre aussi contre le terrorisme, où quand même il y a des textes qui ont été pris pour les restrictions de liberté, mais on est toujours dans un état de droit. Est-ce que là, ça ne relance pas le débat justement sur cet état de droit lorsque la famille d'un citoyen est dans le désarroi, ne sait pas à quelle autorité compétente s'adresser lorsque son poste disparaît, mais plus est, lorsqu'il est, on va dire, emmené par des éléments qui, selon son parti politique, se sont présentés comme des éléments de la police nationale. Merci beaucoup. On va peut-être encore revenir sur le cas des réformes judiciaires. Le confrère de ma droite disait, par rapport aux lois et au respect, il a cité un certain nombre d'éléments de la loi de réquisition, de la mobilisation générale, je suis d'accord. Mais est-ce que ces lois ont prévu le terrorisme dans sa forme actuelle? Non. Il y a une situation inédite, vous l'avez dit, nous sommes dans un cas particulier, dans un contexte tellement particulier que certaines mesures, certaines lois, certaines règles peut-être ne conviennent pas. Moi, j'ai vu la loi de la réquisition que sous forme d'une situation adaptative pour répondre à un certain nombre d'éléments pour socialiser, discipliner un peu, soit un peu, la population et un certain nombre de leaders pour pouvoir être efficace sur le front de la lutte contre le terrorisme. Moi, je ne vais pas faire le procès de M. Ablassé Ouedraogo et aussi, je ne vais pas revenir sur certains faits par rapport, je ne maîtrise pas les éléments militaires par rapport à son arrestation, si c'est un enlèvement, mais je sais qu'il a été cité par les personnes qui étaient réquisitionnées. Et il est même parti d'ici avec cette situation, mais il est sorti, il est revenu. Et on ne sait pas si c'est la suite logique de cette mesure de réquisition qui se poursuit ou bien c'est autre chose. On aurait aimé que ça soit le cas et que ça soit communiqué officiellement, qu'on ait des éléments précis pour pouvoir savoir comment ça se passe. Comme quelqu'un disait, si on reste dans cette confusion, nous-mêmes nous sommes en insécurité parce que en quelque sorte, ces process d'arrestation ouvre la voie à d'autres situations très délicates. L'ennemi même peut procéder ainsi pour poser des actes pour le compte de l'État alors que ce n'est pas l'État. Maintenant, revenons à ce qu'on pourrait reprocher. Et non, je vais terminer parce que c'est la question principale. Qu'est-ce qu'on reproche on reviendra à vous tout à l'heure. On reviendra à vous tout à l'heure. Okay. Mais dans cette émission, on a un principe, c'est de donner la parole aussi aux téléspectateurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur les différents sujets qui sont abordés sur ce plateau. Et nous avons un premier intervenant en ligne, M. Tapsoba, qui nous appelle des États-Unis, qui veut réagir justement sur la réforme constitutionnelle, le cas du Conseil supérieur de la communication. Bonjour, M. Tapsoba, vous êtes à l'émission. Bienvenue, vous pouvez aller. Oui, bonjour le plateau, bonjour le Burkina Faso.
Permettez-moi d'anticiper et de souhaiter bonne année au Burkina et que vivement la paix revienne en 2024. Pour ce qui concerne les réformes du Conseil supérieur de la magistrature et de la révision de la Constitution, bon, le débat est très complexe. Premièrement, nous tous, nous ne sommes pas des juristes ou des magistrats. Deuxièmement, l'État a ses raisons pour lesquelles ils sont amenés à faire ça. Mais le débat divise davantage les Burkinabés que de les unir. Et à partir de ce moment, donner une position devient délicate. Mais moi, je dirais une chose. Si c'est ce que le peuple veut, tant mieux. Mais à ma connaissance, le peuple n'a pas été consulté. On nous dit que c'était des réformes qui étaient dans les casiers en 2015, en 2006, en 2004. Moi, il faut éviter à ce qu'on ajoute une crise à une crise. Et chaque fois, je dis ça, mais j'ai l'impression que le gouvernement ne outrepasse ce qui se passe. Le gouvernement est sereinement assis. Bon, ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. C'est mon point de vue. Je peux me tromper dans mes critiques par rapport au gouvernement. Mais quand on fait chaque fois des réformes, on a commencé avec les journalistes. Aujourd'hui, on est au niveau de la Constitution. Mais les détournements, les crises qui sont dans l'armée là, le gouvernement fait quoi de ça? On ne peut pas enlever une partie pour dire que oui, on est en transition, c'est l'essentiel qu'il faut faire, les transitions sont là pour les réformes. Ok, oui, si les transitions sont là pour les réformes, que les réformes s'appliquent à tout le monde, sans exception. Maintenant, il y a eu des détournements dans l'armée. Jusqu'à ce jour, on n'en parle pas. Pour juger les militaires qui ont commis des actes, on n'en parle pas. On est prêt à taper sur les politiciens pour dire que les politiciens ont fait ça pendant tant d'années. Mais ce pays-là a été dirigé pendant combien d'années par des militaires sur les 60 ans d'indépendance. Et on ne veut pas toucher au problème capital de l'armée. On crée toujours des frustrations avec la population. On dit c'est au nom de la transition, les transitions sont là pour des réformes. Oui, je suis d'accord, les transitions sont là pour des réformes, mais il ne faut pas faire des réformes biaisées pour frustrer et diviser davantage les Burkinabés. Moi, je ne prends position pour les magistrats, je ne veux pas prendre position aussi pour le gouvernement. Je dis qu'il faut être juste, équilibré et associer le maximum de Burkinabés, parce que le Burkina n'a pas besoin de division et de frustration en ce moment. Il y a un pays à défendre, il y a une nation à défendre. Et la défense de la nation nécessite la cohésion de tous les Burkinabés. D'accord, monsieur Tapsoba, on vous aura compris. On vous aura compris. Merci pour votre intervention. Merci pour votre participation. Vous souhaitez que les réformes soient de plus en plus inclusives. On vous aura compris. Vous aviez la parole, monsieur Yamba. Oui, allez-y rapidement pour qu'on puisse avancer. Bon, cette fois-ci, je vais aller par rapport au cas à Blasé de façon plus profondément. La question est de savoir qu'est-ce qu'on reproche à ces... Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à cet âge? On pourrait reprocher tout simplement à M. Ablassé Ouedraogo la même chose qu'on reproche aux intellectuels de l'écurie de IPLC. On pourrait reprocher à M. Ablassé Ouedraogo sa nostalgie d'un système mort et enterré. On pourrait reprocher également à M. Ablassé Ouedraogo son manque de sagesse malgré son âge d'aînesse. On pourrait aussi... Attendez, on va y arriver. On peut reprocher... On va y aller. M. Ablassé Ouedraogo a été, comme le confrère a dit, il a été président, le directeur général adjoint de l'OMC
il passait par Abidjan. C'était un monsieur que j'admirais. J'échangeais avec lui. Je l'accompagnais souvent à l'aéroport. J'étais pratiquement au consulat, à l'ambassade comme bénévole. Mais c'est quelqu'un dont j'ai admiré le profil, le CV. Il est un monsieur impressionnant. Il a fait un parcours aussi. Ses performances ont été relevées au niveau de la francophonie par rapport aux réformes culturelles, à l'intégration, à la diversité culturelle. Mais quand vous prenez, comment on l'appelle, monsieur Ablassé Ouedraogo, qui est un fidèle des fidèles de monsieur Blaise Compaoré, regardez, je pense que Blaise Compaoré, il était opposant, monsieur. Oui, je vais y voir. C'est vrai qu'il a fait partie du gouvernement de Blaise Compaoré en tant que ministre des Affaires étrangères. Mais après, il a créé son parti. Qu'il fallait au niveau du sommet de l'État, au niveau de l'État à l'international, au nom du Burkina, sous Blaise Compaoré. Et il ne l'a pas caché. Moi, je suis d'accord avec lui. Il assume, mais c'est une Allez-y pour les éléments concrets. Mais attends, les éléments concrets, c'est-à-dire, quand vous prenez une personnalité africaine de Satram qui a évolué à l'international au niveau du commerce mondial, qu'est-ce que M. Ablassé Ouedraogo a apporté de façon concrète au niveau du commerce africain, au niveau des pays africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire qui l'affectionne, qui a des produits exportés toujours de façon... Est-ce que c'est pour cela qu'on l'aurait arrêté? Je dis pas, non. Mais il aurait pu user d'humilité par rapport à son passé. Il aurait pu user d'humilité. Voici, quand je regarde, quand il fait un recul en arrière, je me dis, mais Blaise n'était pas le diable de nos malheurs. Mais si c'est des hautes personnalités de sa trempe, de son intelligence, de son intellectuel et de son implication à l'international, nous ont fait croire pendant 27 ans que le pays Burkina Faso est très pauvre et qu'aujourd'hui, on arrive à ouvrir les yeux pour voir qu'en réalité, nos intellectuels n'ont pas été à la hauteur des attentes de nos populations et que le système dans lequel on nous a bernés n'était pas aussi une réalité. On a beaucoup de choses à reprocher à M. Ablassé. Donc qu'il accepte de se mettre à la retraite ou bien en réserve pour laisser la jeune génération envisager d'autres choses, proposer d'autres choses pour qu'on puisse aussi apprécier. Je vois que là, le plateau est en train de bouillonner, de répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des invectives, c'est des discours, c'est des approches qui déstabilisent le moral des troupes, qui déstabilisent la dynamique de la transition. On n'a pas besoin de cela en ce moment. Avec ce que mon frère dit. Et en fait, ici, la responsabilité de nos aînés au niveau de la politique, puis on peut en débattre, mais ici, ce n'est pas le sujet. Ce qui est important pour nous, je vous assure, c'est que ce régime est en train de faire, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit dans la lutte pour la souveraineté du pays, c'est vraiment fabuleux. De telle sorte que ça peut créer des émules au niveau de la sous-région. Donc, dans ce bon travail-là, il y a des petits gestes qui arrivent comme des virus qui peuvent salir l'image même du travail formidable qui en est fait. Lorsqu'on dit que le Burkina Faso, qui veut être un pays souverain, s'inscrit dans la logique des enlèvements, ça nous gêne. C'est ça l'important. Ce qu'Ablassé aurait fait, ce n'est pas ça l'important. Ouais. Ce qu'il aurait fait, qu'on dise qu'est-ce qu'il a fait, et on l'arrête en toute responsabilité. J'arrive. C'est pour cette raison, moi, honnêtement, pour tous ceux-là qui veulent que cette transition aboutisse à bon port, pour que ce qui est fait là puisse être exporté à l'extérieur, parce que nous croyons à cette transition. C'est pour cette raison que des petites fautes de ce genre-là, il faut corriger. C'est tout. Sinon, on ne dit pas que... Ça, c'est la forme. Voilà, c'est la forme. Sinon, le fond, personne ne sait de quoi il est question. Et on dit, les enfants d'Ablassé, l'époux d'Ablassé, ses frères, soit des Burkinabés, ils ne méritent pas de vivre dans une souffrance pareille. C'est pour cette raison seulement on a dit, quel que soit ce qu'Ablassé aurait fait, il est responsable de ses actes. Mais sa famille ne doit pas endurer. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Bayala, on viendra à vous tout à l'heure. Vous étiez en train de lever la main, on viendra à vous. Mais avant, on va prendre le deuxième intervenant, Sylvain Sawadogo, qui nous appelle de Ouagadougou, justement. Il veut réagir sur la réforme constitutionnelle. Bonjour, monsieur Sawadogo, allez-y. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, allez-y. Ok. Moi, je voulais intervenir par rapport aux réformes là. Allez-y. Voilà. Bon. Selon votre plateau là-bas, il y a certains qui accusent le président de la transition
Mais moi, je pense que le président a raison. Bon, selon moi, je pense que la justice, au lieu de nous informer de certaines choses, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous les déplacer. On a assez peur. Surtout commencer par l'affaire de Adjatou Komsila. Bon, après ça, je pense que c'est la semaine passée, l'affaire du de justice là, qui a été pris dans le maquis là, avec la police municipale là. Vous-même, vous n'en parlez pas de ça. Alors que c'est un problème très grave. Bon, au niveau de la justice, on dit qu'il y a des choses, des terroristes qui ont été arrêtés. Ils ont été libérés, ils ont des papiers avec 3 signatures de haut gradés de notre justice. Et puis vous n'en parlez pas. Nous, on a peur. On a sincèrement peur. Écoutez, accompagnez le président de la transition et puis on va finir avec l'histoire du terrorisme. Et puis les gens vont repartir chez eux. Hein? Et pitié de la population là. Monsieur le professeur Zongana, je vous apprécie. Le jour que vous partez à Congossi, arrêtez-vous à Malo. Vous demandez d'après le vieux handicapé là. Vous allez me voir. Je suis à la sortie de Malo. Merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Merci bien. Merci, monsieur Sawadogo, qui nous appelait depuis Congossi. Alors, la parole à vous. Vous voulez réagir sur ce qu'a dit monsieur Yamba concernant Ablassé Ouedraogo. Allez-y rapidement, en quelques secondes, et puis on va avancer. On a d'autres sujets à aborder. Je souhaiterais très sincèrement, la main sur le cœur sur les lèvres, que nous, les jeunes, nous fassions montre de sagesse et d'humilité quand on parle de nos anciens. Il faut faire montre d'humilité à l'égard de nos anciens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils continuent de faire. Nos anciens sont nos miroirs. Ce sont les dépositaires des valeurs ancestrales, les dépositaires des valeurs de nos sociétés, héritiers de plusieurs millénaires que nous sommes à notre tour censés transmettre. Alors, parlant du dossier Ablassé Ouedraogo, je voudrais inviter mon frère, en paraphrasant Ketiga, qui était de ce plateau, en disant qu'il lui plaira de mettre à jour son logiciel avant de parler de certaines questions. Alors, je voudrais donc faire des précisions relatives à la mise à jour des tests pour tenir compte du terrorisme au Burkina Faso. On a vu la loi portant sur le CIL. On a vu la loi portant code pénal. Et même les réseaux sociaux, tout ça là, par rapport à la nouvelle donne, on a mis à jour. Je voudrais également préciser que au moment où l'affaire des réquisitions a abrité, le docteur Ablassé n'était pas au Burkina Faso. Il était à Madagascar. Il y est resté le temps de voir la suite du dossier judiciaire. C'est les mêmes avocats qui ont été commis par les 3, Badjo, Zinaba Rasmane, voilà. Et puis voilà, les 3 là, ils étaient tous ensemble, mais le problème de docteur Diallo, de docteur Ablassé Ouedraogo, c'est qu'ils n'avaient pas reçu de notification formelle jusqu'à ce que la décision de justice paraisse. De Madagascar, il a fait un tour à Dakar. Et c'est le jour où il est arrivé à Ouagadougou qu'il a été cueilli le soir. Il me plaît de faire cette précision. Il n'est pas sorti après, non, il était dehors. C'est quand il est arrivé qu'on l'a accueilli. Alors, ce que nous voulons dire, le docteur Zongana l'a dit sur le plateau, il plaira à nos autorités. Nous sommes tellement travaillés par de nombreux défis. Les défis contre la faim, les défis contre l'insécurité. Il plaira à nos autorités de prendre la mesure de la situation en respectant nos textes de loi. Si ça ne suffit pas, je vais leur parler avec encore un autre sage africain, Seydou Badian. Moi aussi, je suis auteur. J'écris pour enseigner les générations actuelles. J'écris pour enseigner les générations à venir. Et il y a un classique très important qui, en tout cas, me parle en ce moment. C'est Sous l'orage, où
l'actrice principale du roman, Fanny, s'était entichée, elle était tombée amoureuse d'un jeune Samou qu'elle voulait marier. Mais la tradition est telle que ses parents avaient trouvé pour elle un riche commerçant polygame Famagan. Alors, la fille tenait à épouser l'homme de son cœur, l'homme de son choix. Il lui est venu à l'idée de faire le sacrifice d'aller au village, prendre contact avec son oncle Djigui, et partager son rêve avec son oncle Djigui. C'est lui qui a pris le devant des choses pour venir voir les autres anciens, mettant chacun à sa place. J'ai envie de dire ici combien les sages, combien les anciens ont un rôle à jouer dans notre société, surtout en ce moment où des jeunes ont des aspirations qui ne sont pas forcément celles des anciens. Tout le monde a sa place. C'est indéniable le besoin de se ressourcer à la source de la sagesse des anciens, mais les anciens occidentalisés, fomentés à l'intelligence occidentale, ne sont pas forcément des modèles pour notre nouveau dynamisme, pour de nouveaux paradigmes, pour le contexte actuel où nous sommes dans une révolution évolutive pour changer les mentalités et prospérer autrement. Un mot. C'est juste pour dire à M. Yamba qu'aujourd'hui, ici, on n'est pas en train de faire le procès d'Ablassé. C'est des principes qu'on défend, en fait. Même le sortie d'Ablassé sous Damiba, c'était pas comme ça. Mais c'est pas l'individu lui-même. Mais c'est les principes, comme disait le docteur. C'est un Burkinabé avant tout. Il faut respecter les principes et les règles et ça n'effraie personne. Ce qu'on a envie de dire, c'est ça. Son passé, ça n'engage que lui. Mais nous sommes dans une transition où on nous a promu de respecter certaines choses, de respecter certaines règles. Je pense que si on respecte ces règles-là, c'est qu'Ablassé a fait de son passé, ça n'engage que lui. Qu'il est occidental formaté, qu'il est quoi que ce soit, ça n'engage qu'Ablassé. Mais nous, c'est les principes du pays qu'il faut respecter. Parce que quand on a les principes, d'où tu viens, quand on te prend en respectant les principes, ça n'engage que toi. On vous a compris. Voilà, je peux le faire. Oui, d'accord. On passera au prochain sujet tout à l'heure. Alors, eh bien, si Ablassé Ouedraogo n'est pas encore situé sur ce qu'on lui reproche, en revanche, lui, il a passé cette étape. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana bénéficie d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire depuis le vendredi 29 décembre dernier. Le juge motive sa décision par l'état de santé du détenu qui recommande qu'il soit tenu hors du milieu carcéral. Il faut dire que le lieutenant-colonel Zungrana est incarcéré pour tentative de déstabilisation, bénéficiaire d'une liberté provisoire depuis le 15 décembre 2022 avant d'être arrêté à nouveau le 29 décembre 2022 pour des faits de tentative d'attentat à la sûreté de l'État. On va débuter par toi. Oui. Alors, un mot sur cette liberté provisoire déjà. Bon, je pense que les éléments annoncés par le juge pour le permettre d'avoir cette liberté provisoire, c'est un problème de santé. Et au niveau de la justice aussi, ce sont des humains qui sont là-bas et qui comprennent souvent quand la santé d'un individu arrive à se détériorer, il faut le permettre quand même de se soigner parce qu'on ne va pas en justice réellement pour la punition, mais il y a certaines choses aussi qu'il faut mettre dans les faits judiciaires aussi pour permettre à l'individu de comprendre que les actes qu'il a posés à un certain moment, c'était hors les règles, mais si c'est... Et c'est pas sa première fois qu'il bénéficie quand même d'une liberté provisoire. Et ça sera à résidence surveillée. Donc c'est pour dire quand même que c'est pas une liberté provisoire en tant que telle, mais il est toujours soumis à certains règlements qu'il va respecter. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que ça relève du social et puis on ne peut pas dire autrement. C'est prier Dieu seulement qu'il retrouve sa santé et ça va participer aussi au renforcement de la cohésion sociale. Voilà. Bayala, on y va. Bon, sur la question, on a dit c'est une question de santé. Je vois aujourd'hui le lieutenant-colonel Zungrana enferré depuis 2022, janvier 2022. À peine avait-il joui d'une liberté, tenez-vous bien, le 15 décembre 2022, qu'il est retourné le 28 décembre pour sortir, j'ai envie de dire, près d'un an après. Zungrana, c'est pas n'importe qui dans les rangs des forces armées, c'est un militaire qui a la réputation d'un grand battant, d'un militaire distingué. Derrière Zungrana, il y a également d'autres militaires qui ont été enferrés pour raison des coups d'État. L'instruction judiciaire court
Le chef de l'État a dit tout est urgent. Il plaira aux nouvelles autorités de traiter avec diligence ces dossiers pour que ces éléments recouvrent ou pas la liberté. J'ai envie de dire, derrière Zoungrana, il y a les adjudants, les caporaux dans l'affaire du 8 septembre. Derrière ces caporaux de l'affaire du 8 septembre, il y a les lieutenants-colonels Hamza Ouattara, Boubacar Keïta, il y a le lieutenant-colonel Aouba Abdul Aziz, Tonomo Romeo. Et derrière ces éléments qui ont été enferrés pour raison des coups d'État, je vois également un autre qui, lui, a la chance d'être encore en liberté. Il a été démis de ses fonctions. C'est le lieutenant-colonel Evra Sonda qui s'est très remarquablement distingué lors du putsch manqué de 2015. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a changé pour qu'il descende aussi bas? Je pense, j'ai la faiblesse de croire que les moments sont cruciaux. Nous avons besoin de tout le monde sauf personne. C'est le lieu pour nos forces de l'ordre de se retrouver, de parler polisson. J'ai envie de reprendre un autre grand auteur, Souka Souka, ancien colonel-major des forces armées de la République démocratique du Congo, qui dit « L'Afrique est malade de ses militaires. Il faudrait que nos militaires se retrouvent pour parler intérêt supérieur de la nation. » Parce qu'il dit, Souka Souka, au moment où les forces armées des nations européennes occidentales se battent pour des conquêtes territoriales, elles se battent pour construire des États. Nos militaires africains se battent pour le pouvoir, Il leur plaira le moment au chef de l'État, celui qui est nous tous notre père de la nation, d'explorer les pistes de médiation et d'intermédiation. Dieu merci, la nouvelle réforme constitutionnelle donne autorité aux autorités coutumières et traditionnelles pour agir dans le champ de la justice. Elle pourrait également agir ici pour concilier tous les points de vue au niveau de nos forces armées et avec les composantes nationales pour la reconquête de notre territoire. Yamba Bayala semble dire les tentatives de coup d'État à ce moment, il faut que ça s'arrête pour que les militaires puissent se retrouver pour mener le même combat. Vous êtes du même avis? Je suis d'avis avec lui, David, parce que le contexte actuel du monde recommande à ce qu'on ait une certaine synergie, que même nos divergences convergent vers l'essentiel pour préserver la nation et préserver le pays. Maintenant, je voudrais saluer la clémence de la justice, mais il faudrait quand même préciser que la clémence de la justice ne doit pas être pris comme on appelle, de la faiblesse. Je vais prendre pour cas, par exemple, le cas du ministre Bassolé, qui, de façon humanitaire, a bénéficié d'une autorisation de sortie du pays et finalement finit par remplir les plateaux télé pour se retrouver en bonne santé contre les institutions de son propre pays. Pour le cas Zoungrana, je ne maîtrise pas trop les éléments. Je sais que c'est avant même l'arrivée de cette transition qu'il a été reproché des choses d'intention de déstabilisation. Et après, il a bénéficié d'une possibilité de liberté et certainement qu'il a rébeloté, il a récidivé. Et bon, non, je vais finir. Donc, il faudrait que ces entités qui bénéficient souvent de la clémence de la justice puissent être exemplaires en comportement. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, je le dis, nous sommes tous membres de la transition. Nous n'avons aucun poste, mais nous sommes tous membres de la transition. D'accord, mais il faut dire que le cas Zoungrana et le cas Bassolé, c'est quand même assez différent. On va avancer. Nous ne devons pas entraver la marche de la transition. Toute tentative de déstabilisation de cette transition, c'est ennemi public numéro 1 de l'État et il doit être traité comme tel. On va avancer. On prend le troisième et dernier appelant M. Aziz Ilboudo, qui nous appelle de Ouagadougou, qui voulait aussi intervenir sur la réforme constitutionnelle sur le CSM. Allez-y, M. Iboudo. Ok. Je voudrais tout d'abord féliciter M. Kouyeta pour la brillante modération. Merci. Allez-y. Merci. Voilà. Bon, concernant les réformes constitutionnelles, on dit la Constitution sera dédiée sur la base de la motivation du peuple. Mais laissez-moi vous dire, moi, je suis un jeune. Et à part les débats que je suis sur Facebook ou sur la télé, je ne connais pas réellement le fond de cette constitution. Et comme les gens sont jeunes, comme moi, ils ne connaissent pas réellement cette constitution. N'en parlons pas de ces personnes.
bon, on dit actuellement les langues nationales seront mieux considérées. Mais est-ce qu'il y a une communication qui est faite sur cette base? Combien sont ces populations qui ne savent même pas que cette constitution est réellement? J'aimerais répondre également à M. Bayana sur le fait du jugement des ministres à la fin de leur mandat. On a vu pendant les intercesseurs le cas de M. Tournacier Nagano, qui était obligé de démissionner sur des bases d'instruction ou sur des bases d'un syndicat qui ne met pas sa tête. On en est aujourd'hui avec ce dossier. Voilà un ministre qui a été accusé pendant qu'il avait un mandat, mais la justice, le dossier est où? Donc je pense que sur ce point, au niveau de la Constitution, je pense que c'est un excellent point. On peut laisser le ministre finir son mandat et après maintenant on peut le juger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Luboudo. Je crois qu'il soulève un point assez important. Vous l'avez aussi abordé sur ce plateau. Le fait que les populations ne comprennent souvent pas grand chose dans la justice moderne, avec tous ces textes, peut-être avec les langues nationales qui deviennent désormais les langues officielles, peut-être qu'on pourra faire un travail assez important en traduisant, pourquoi pas, les textes de loi dans ces langues-là, pour permettre justement aux populations de comprendre les choses. On va avancer. On va avancer. Ok, merci. Oui, c'était juste un petit commentaire. Mais en même temps, excusez-moi, sur la question de la réforme constitutionnelle, vous voudriez apporter une précision, justement, oui. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du code de travail qui ne serait pas passé par le PM avant, oui. Précisez votre pensée. Je n'ai pas dit que ce n'est pas passé par le PM, je dis que le dossier se retrouvait à l'Assemblée législative de transition. Lors du passage du premier ministre, il en a fait cas. Et après, on lui a dit non, que le dossier n'y est plus. Le dossier, il a été retiré. J'ai expliqué dans mon développement tout à l'heure que la réforme était engagée à un moment donné avec l'arrivée des nouvelles autorités. Le dossier s'est retrouvé sur la table de l'Assemblée législative de transition pour adoption. Le patronat ayant eu vent, estimant que le dossier, je ne vais pas m'étaler, et donc il n'a pas pu être adopté, il a été retiré. C'est en cela que je dis c'est un cas d'école. Ici, par exemple, il y a une partie des acteurs, il y a les syndicats, il y a le patronat, une partie satisfaite, une autre partie pas satisfaite. Le code de loi portant travail n'est pas adopté jusqu'à ce jour, donc en l'état. Vous avez le cas de la réforme portant sur le Conseil supérieur de la communication. Les organisations professionnelles n'étaient pas d'accord, on aurait pu. Pas seulement. Non, il y a également celui du Conseil supérieur de la magistrature, comme une partie, on aurait également pris. On va avancer, je crois qu'on a un dernier sujet à aborder, et c'est un sujet qui nous emmène à l'international, où je vous le disais, le Niger, qui semble refuser la main tendue de son voisin béninois. Le Bénin a décidé de lever la suspension du port de Cotonou pour les marchandises à destination du Niger. La Chambre de commerce nigérienne, elle, demande à ses opérateurs économiques d'ignorer le port béninois. C'est à croire que le Niger n'a pas encore digéré l'épisode de l'intervention militaire de la CEDEAO, dont le président Patrice Talon était un fervent défenseur. En fait, le grand problème, c'est que ceux qui ont eu la chance, parce que la nature les a favorisés sont au bord de la mer, souvent on considère les pays qui sont du Sahel comme des parias. Tout en oubliant que non, quand ces pays-là viennent à ces ports, c'est de l'argent qu'ils laissent. Quand ces pays-là viennent, ils sont en train de faire la promotion économique, en tout cas de ces pays côtiers. Malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas compris. Et quand je prends l'exemple du Nigeria, par exemple, lorsque la frontière était fermée, les États qui étaient à la frontière perdaient 13,5 milliards de naira par jour. Et ils ont vite compris. Malheureusement, le Bénin ne semble pas avoir compris le jeu rapidement. Et du coup, sans respecter les textes en vigueur, c'est comme si on devait étouffer totalement le Niger. Et à ce moment, lorsque vous ouvrez votre port, le port de Cotonou et le port de Lomé, c'est 42 km seulement. Je pense que ceux-là qui ont été bienveillants avec nous, quand même par orgueil,
on peut être quand même regardant. Vous voyez, là où ce n'est pas intéressant, il y a un grand barrage qui a été construit au Nigeria. Et le contrat, c'était que le Niger ne devait plus construire, en tout cas, un autre barrage sur le même fleuve pour ne pas gêner l'alimentation du barrage du Nigeria. Mais en contrepartie, on devait les fournir de l'électricité. Avec la crise, on a coupé comme ça sans même chercher à comprendre pourquoi. Vous voyez que ces pays qui ont eu la chance d'avoir la mer, et que souvent quand ils regardent les pays du Sahel, c'est sans respect. Moi, je pense que les Nigériens sont assumés et vivement que ce soit ainsi pour que ces gens comprennent que, en tout cas, nous sommes interdépendants. Youssouf, oui. Parce que là, la Chambre de commerce estime que cette décision de lever de la suspension du port, c'est paradoxal, parce que là, vous levez pour le port, mais il n'y a que les autres sanctions de la CEDEAO sont toujours maintenues, les autres sanctions, d'ailleurs plus sévères, notamment relatives à la fermeture des frontières. Oui, ben je pense que si le Niger refuse la main tendue des talons, c'est une bonne chose. C'est la souveraineté qui s'exerce. Et c'est très bien. Mais moi, je toujours dis aux gens, évitez de prendre des décisions dans l'émotion. Je prends un cas pratique. Par exemple, quand vous prenez l'oléoduc que la Chine doit construire, l'oléoduc que la Chine doit construire est en train de construire pour l'exploitation du pétrole du Niger. Ça doit aboutir à quel port? Au port de Cotonou. Port de Cotonou, justement. Voilà. Oui. Mais avec ce projet, on fait comment maintenant? Si vous refusez la main tendue du talon, or le projet est bien avancé pour permettre d'exporter le pétrole du Niger vers le port de Cotonou. Donc ça veut dire que malgré notre souveraineté aussi, on n'a pas cette vision que même en temps de guerre, les business continuent de se faire. On le voit avec la Russie, qui n'est pas en sainteté avec l'Europe, mais qui continue de payer du gaz de la Russie. Il faut qu'à un certain moment aussi, quand on a des dirigeants, il faut avoir de la vision. C'est comme disait le docteur, les hommes passent mais les pays restent. Qu'est-ce qu'on veut apporter au peuple nigérian? Est-ce que réellement c'est la décision du fait que non, la CEDEAO veut nous sanctionner et il y avait un pays qui était dedans? C'est ça seulement, on va se focaliser et laissant. Parce que le problème c'est quoi? Quand on prend les décisions aussi, le plus souvent ce n'est pas les présidents ou les hauts fonctionnaires qui en souffrent. C'est la population là, à la base qui en pâtisse le plus souvent. Mais regardez la situation qui est là-bas. Est-ce que ça empêche l'électricité, M. Tiani, d'avoir l'électricité? Est-ce que ça empêche au membre du gouvernement d'avoir l'électricité? Mais c'est la population à la base qui en pâtisse. Donc pour moi, j'ai toujours dit que, c'est vrai, docteur, je sais que vous ne partagez pas ma position. Non, je suis d'accord, mais... Bon, laissez-le finir. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec ce que vous allez dire. Parce que moi, ce n'est pas la souveraineté du pays qui m'importe. Mais il y a des projets qui étaient bien avancés, bien avant que cette situation arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ces projets? Parce que l'oléoduc qui doit passer du Niger jusqu'au port de Cotonou, c'est quand même un grand projet qui va apporter plus au pays. Voilà. D'accord. En fait, c'est simplement des sillons d'alerte. Oui. Ce n'est pas évident que si les Nigériens tiennent, au cas où il y aurait une autre crise, que les Béninois se comportent de cette manière. C'est tout. C'est simplement ça. Mais est-ce que ce qu'il dit, parfois, le politique peut ne pas forcément être d'accord? Oui, quand même quand les politiques ne sont pas... Est-ce que sur le plan économique, on ne doit pas continuer? On doit continuer, justement. C'est que le Bénin n'a pas compris, justement. Même s'il y a des problèmes politiques, en tout cas, l'économie doit fonctionner. Donc, les Béninois n'auraient pas dû fermer la frontière de cette manière, être tellement belliqueux. Et ce n'est même pas les Béninois, c'est le président Talon. Donc, je trouve qu'ici, le Niger est dans son droit. C'est eux qui subissent. Ils ont choisi, ils ont pris une option. Moi, je pense que nous avons le devoir de respecter leur option, quitte à ce que, après, s'il y a des changements, en tout cas, qu'ils s'assument en toute responsabilité. Mais c'est pas on va avancer, Youssouf. Je me demandais s'il fallait parler après Youssouf Ouédraogo, parce qu'il avait tout dit, hein. Youssouf avait tout dit très franchement. C'est-à-dire, la guerre, il y a l'économie de la guerre. C'est quoi l'économie de la guerre? Est-ce que le commerce, les transactions sont suspensifs quand il y a guerre? Je dois également relever que l'État du Niger est membre de la CEDEAO. Elle est solidaire des décisions prises par la CEDEAO et c'est à ce titre qu'elle a pris ces mesures, comme d'ailleurs tous les autres pays membres. Et je voudrais dire, l'État du Niger, passé quelques mois, il a dit 5 mois, 6 mois, s'est rendu compte qu'elle souffrait bien plus que les autres États qui n'ont pas de frontières avec le Niger.
Il y a eu un précédent en 2019 où le Nigeria, vous l'avez dit, docteur, avait fermé ses frontières pour des raisons de trafic du riz avec le Bénin. Les conséquences sont là. C'est la diminution des taxes, le transit qui prend un coup, les acteurs de l'informel, les acteurs formels, les acteurs de la restauration, tout ça qui ont pris un coup. Et surtout le développement de la fraude. Aujourd'hui, c'est le même constat. Voilà que le Niger, le Bénin se ravise. Je me pose la question de savoir si les autorités nigériennes ne sont pas dans une logique de mimétisme. Il vous souviendra que Air France avait suspendu ses vols en destination du Burkina Faso, à destination du Mali. Quand elle a voulu reprendre sous le prisme, voyez-vous un peu, des relations qu'elle entretenait avec les États africains, on ferme quand on veut, on reprend quand on veut. Les autorités assumées du Burkina Faso, du Mali ont dit non, pas question, c'est nous qui allons vous dire quand vous allez recommencer. Je me demande si ce n'est pas le même scénario, sauf que cette fois-ci, j'ai envie de dire, il faut tenir compte des souffrances du peuple nigérien. Aujourd'hui, c'est difficile, les gens font les queues devant les banques, la situation est intenable pour les petits commerçants, les petits acteurs, pas seulement pour le Niger, mais aussi pour le Bénin. Il faut savoir, au-delà de la guerre, comme il a dit, faire l'économie de la guerre. On termine avec vous. On va terminer. Comme le confrère l'a dit, je pense que le professeur Zungrana a presque tout dit, hein, mais on est d'accord que la politique n'est qu'une suite de l'économie, certes. Mais il y a un dicton aussi qui dit les civilités ne sont d'aucune utilité s'il faut plier les Chines devant plus fort qu'ils soient. Un prétexte politique ne doit pas être pris pour contrer une activité économique d'où nous avons notre propre intérêt. Comme il a dit, les ports sont utilisés dans un profit réciproque. Mais s'il faut à chaque fois prendre ces moyens de coopération économique comme des moyens de chantage, à chaque fois on ne va pas s'en sortir. Et la décision du Niger, c'est vrai que ce n'est pas une décision de l'État, c'est à la Chambre de commerce et d'industrie. Mais la décision du Bénin, il faut le préciser aussi, n'est pas une décision unilatérale. C'est une décision communautaire. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas l'État du Niger qui a pris cette décision, c'est la Chambre de commerce. Ce sont les plus perdants. Oui. Ils dépensent beaucoup plus en allant à Lomé qu'à Cotonou. Mais c'est une décision de souveraineté, de responsabilité. Il faut voir ça sur ce temps. D'accord, on vous aura compris. Là, je le disais en début d'émission, c'est pratiquement le dernier numéro de Presse Eco de l'année 2023. Vous avez été permanent sur ce plateau, à part M. Yamba, qui lui est un nouveau, vous vous êtes des habitués. Nous sommes à la fin et on va laisser la parole à chacun pour nous dire ce qu'il a véritablement marqué durant cette année 2023. Ce sera le dernier tour de table avant qu'on se dise au revoir. On va commencer par vous. Je pense que ce qui retient automatiquement mon attention, c'est vraiment la souffrance du peuple burkinabé. Et ceux qui sont dans nos villages déplacés, qui ont des difficultés majeures. Malheureusement, ceux qui sont en ville aussi, qui sont tenaillés par la dengue. Et ça a été une année très, très difficile pour les Burkinabés. Et ce qui me vient à la tête, c'est vraiment ces deux aspects majeurs. Mais tout n'est pas que douleur aussi. Il y a eu quand même des moments de joie, et notamment la mise en projet de l'actionnariat populaire que nous attendions beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a la valorisation de la langue nationale, ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et au niveau international, c'est la naissance de l'AES. Ça, et nous fondons beaucoup d'espoir qu'enfin, peut-être l'année 2024-2025, on va quitter dans le franc CFA pour notre Sahel, pour qu'on puisse assumer en toute responsabilité. C'est votre vœu, on le respecte. Allez-y. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la résilience des Djibolais durant cette crise. Une ville que je connais très beaucoup, une ville qui m'a beaucoup donné. Si je suis peut-être sur ce plateau, c'est grâce à cette ville aussi, parce que j'ai commencé mon école là-bas. Et c'est vraiment une ville aussi qui, malgré la souffrance quand même, a pu être résiliente avec des responsables au niveau local qui a continué quand même à booster un peu le moral des populations. Et je pense que 2024, si tout va bien,
on prie Dieu que tout aille bien pour que cette ville retrouve son lustre d'antan, parce que c'est quand même une ville économiquement qui apporte plus au développement du Burkina Faso. Je prie le Tout-Puissant qu'il puisse peut-être adoucir les cœurs, ramener le Burkinabé sur l'intérêt national pour qu'on puisse libérer la ville de Guibo comme d'autres villes qui sont dans cette situation. Au plan international, moi je pense que il y a deux faits quand même qui m'ont marqué aussi. Il y a la guerre civile et la catastrophe humanitaire au Soudan, qui nous a permis de comprendre que désormais, la communauté internationale n'est plus prête à intervenir peut-être dans les crises en Afrique. C'est comme après l'opération Restore en Somalie, c'est à cela que les USA ont refusé aussi que l'ONU s'implique dans le génocide rwandais. Donc, c'est une façon aussi d'interpeller nos autorités, de tirer leçon de cela, pour qu'on puisse quand même permettre à ce continent-là de parler développement. Merci. Bayala, et on finira avec vous. Pour ma part, je dirais que ce qui m'a surtout marqué, c'est le courage, l'audace du chef de l'État et ses compagnons d'armes. Vous aurez remarqué que dès le 2 janvier, le Burkina Faso demandait à l'ambassadeur de France de rentrer. C'est une première, parce qu'il est de notoriété publique que les ambassadeurs dans nos États africains avaient pris la coutume de faire et de défaire des ministres, des autorités, des présidents d'institutions. Derrière cet acte-là également, il faut relever le départ de la force française Sabre de Cambouensin. J'ai envie de dire, il ne le réalise pas, mais il a fait ce que 10 chefs d'État consécutifs auraient pu faire après 2 mandats, n'auraient jamais pu faire après 2 mandats de 5 ans, c'est-à-dire 100 ans après. C'est quelque chose que nous louons, que nous saluons, qu'ils sachent surtout que nous qui sommes critiques sur les plateaux, loin d'être des ennemis, nous sommes des analystes qui voudront l'aider à réussir. Très sincèrement, la main sur le cœur. Autre chose que nous souhaiterions également relever, c'est la résilience, c'est le patriotisme du peuple burkinabé qui a accepté sans frémir, sans broncher, les taxes et qui s'est très fortement mobilisé comme VDP dans l'effort de guerre. Autre chose que je m'en voudrais de ne pas relever et que je souhaiterais ne pas voir en 2024, c'est les restrictions des libertés d'opinion, d'expression et de presse. Ça témoigne de la vitalité au-delà de la démocratie de notre nation. Mais aussi, je souhaiterais très sincèrement que les histoires de réquisition relèvent du passé. C'est comme ça qu'ensemble, nous allons bâtir ce pays qui nous a tout donné. Et nous lui devons beaucoup plus qu'il nous a donné. Merci, Bayala. On finit avec vous, M. Yamba. Je pense que je n'ai plus assez de temps pour m'attarder longuement sur les faits majeurs de l'actualité internationale. Comme d'habitude, mes 30 secondes. Vous faites de la dictature parce que... Mon voisin d'en face est beaucoup plus nanti, donc je prends, je fais partie, je fais mien certains de ces analyses par rapport à l'actualité concernant la transition, la résilience du peuple burkinabé et un certain nombre de faits, donc j'en fais mien pour gagner en temps. Mais également, je vais pouvoir, comme événement majeur qui m'a beaucoup impacté du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'entrée en scène sur la scène politique du ministre Tidiane Thiam, qui va donner un ton nouveau à la politique ivoirienne et qui va dicter une nouvelle énergie, un nouvel dynamisme qui va pouvoir se tourner autour d'une politique de cohabitation, de pacification, de fraternité, sans violence, sans heurts. Et c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire où je suis vraiment fier d'y être en tant que mon deuxième pays. Merci beaucoup. Merci, cher monsieur, d'être resté avec nous et de répondre toujours présent à notre invitation. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Yamba Cabré, qui est journaliste indépendant, analyse politique. Vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire. Là, vous êtes de passage au Burkina Faso et vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci. À côté de vous, Adam Bayala, communicateur et écrivain, vous êtes aussi enseignant dans les écoles de journalisme. Et à ma droite, docteur Moumouni Zoungrana, enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Et enfin, Youssouf Ouedraogo, qui est journaliste à Libre Info. Mesdames, messieurs, pardon,
Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Par anticipation, nous vous souhaitons tous nos voeux de bonnes et heureuses années et souhaitons que 2024 soit l'année de la fin du terrorisme au Burkina Faso. C'est tout notre vœu. Merci d'être resté fidèle à notre émission et merci de rester toujours fidèle à nos programmes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent sur le programme sur BF1. Bonsoir.